La France est à la veille de son traditionnel défilé militaire sur les Champs-Élysées. L'occasion pour le chef de l'État de revenir sur l'un des engagements de son double mandat, le réarmement de la France. Promesse tenue, a dit le président face aux armées. En près de 10 ans, le budget de la défense a fait un bond de 77%. Écoutez, Emmanuel Macron. En quelques années, nous aurons bâti des capacités nouvelles en Europe et orchestré un réveil stratégique. L'Europe est en train de devenir une puissance, s'appuyant sur les États qui la constituent, respectueuse de leurs décisions souveraines, mais assumant de se défendre et d'agir unie. Une Europe qui ne sera pas celle des nationalismes qui l'ont longtemps consumée, mais qui, en conjuguant les patriotismes de leurs membres, en agissant unis, nous rend tous plus forts. Le message que nous envoyons au monde est le suivant. Oui, la paix est notre but. Oui, nous chérissons la liberté et le droit. Et oui, nous nous tenons prêts à combattre pour les défendre, toujours, et au prix du sang s'il le faut. Voilà, extrait d'Emmanuel Macron tout à l'heure à l'hôtel de Brienne face aux armées. Nicolas Tenzer, bonjour. Merci d'être sur France 24. Vous êtes politologue, bonjour. Enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions stratégiques et internationales. Votre dernier livre aux éditions de l'Observatoire, La fin de la politique des grandes puissances. Emmanuel Macron, voilà votre livre, Nicolas Tenzer. C'est... féliciter en quelque sorte que l'engagement d'un budget fort soit maintenu. Le budget des armées en France est passé de 32 milliards d'euros, on va le voir sur un appui, sur un support. Voilà, 32 milliards à peu près en 2017 à 57 milliards en 2026. Ça veut dire que la France est mise en marche, mais on a bien entendu Emmanuel Macron qui insiste sur le rôle de l'Europe. Oui, bien sûr. Je pense qu'effectivement, avec un quasi-doublement à l'horizon 2030, c'est un effort effectivement très important de la part de la France. Malgré tout, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a un certain nombre d'autres pays qui ont plus de marge de manœuvre budgétaire que nous, qui vont encore plus vite. Regardez l'Allemagne, par exemple, qui, à l'horizon 2030 aussi, va dépenser plus de 118 milliards d'euros pour sa défense, va passer à 3,5% du PIB. On voit la Pologne, qui est évidemment un pays plus petit que la France ou que l'Allemagne, mais qui va parvenir bientôt à 4,5% du PIB et bientôt à 5% même à l'horizon 2030. Donc il y a un effort gigantesque de la part des grandes puissances européennes et l'essentiel, c'est évidemment de poursuivre cette trajectoire. Ça, je crois que c'est l'enjeu déterminant, ça va être bien sûr un des enjeux de la présidentielle, mais poursuivre dans cette trajectoire, aller encore plus vite, aller encore plus fort et pour cela, dégager des marges de manœuvre budgétaires. Parce qu'aujourd'hui, les chefs d'état-major des différentes armées européennes, les chefs des services de renseignement l'ont rappelé, on ne peut absolument pas exclure, ça dépend évidemment de ce qui va advenir, je dirais, de la guerre russe contre l'Ukraine, une invasion partielle en tout cas, ou en tout cas une action de déstabilisation massive de la part de la Russie en Europe. Et donc je crois qu'il faut être capable d'y faire face. Et comme le rappelait le chef de l'État, évidemment, la question du prix du sang, malheureusement, se pose très directement pour nous. Si on rentre dans le détail, quelles sont nos faiblesses, Nicolas Tenzer? Les munitions, les missiles longue portée, les drones aussi? Alors, les drones, certainement, mais là, il y a effectivement un certain nombre de mesures qui sont prises. Mais quand on voit la capacité de l'Ukraine qui, cette année, va fabriquer 7 millions de drones, et on voit effectivement combien l'Ukraine les utilise, aussi avec les intercepteurs de drones, qu'elle est capable maintenant d'aider un certain nombre de pays, notamment du Golfe, qui sont attaqués par les drones Shahed, on mesure encore la marge de manœuvre pour aller plus vite, mieux, pour aussi diminuer considérablement les coûts de la fabrication des drones, d'être beaucoup plus souple. Je crois que ça, c'est évidemment tout à fait fondamental. Maintenant, effectivement, il y a les missiles longue portée. C'est fort quelque chose qui manque en partie sur les étagères françaises, mais pas uniquement de la France, d'ailleurs d'autres pays européens aussi. Et là, évidemment, il y a une priorité. Là aussi, quand on voit ce que l'Ukraine est capable de faire avec une production de plus de 500 missiles à longue portée cette année, on voit effectivement de notre côté quand même les moyens qu'il va falloir y consacrer. Et puis, il y a toujours, bien sûr,
sur la modernisation de nos forces, la modernisation de notre appareil de défense anti-aérienne, où là aussi je pense que nous sommes sous-dimensionnés par rapport aux risques. Je crois que tout ça, effectivement, ce seront des défis majeurs qui nous attendent. Reparlons peut-être de l'effort mutuel, l'effort en tout cas en commun des Européens. Emmanuel Macron a regretté la fin du projet SCAF, l'avion de défense européenne, puisque les Allemands se sont retirés. Pourquoi c'est si difficile de coopérer? Est-ce que c'est un problème de l'industrie française? Vous disiez qu'il fallait être plus souple. Oui, alors il y a effectivement d'abord des rivalités entre pays européens. C'est vrai que sur le plan de la défense et des industries de défense particulièrement, vous avez évidemment des rivalités entre l'Allemagne et la France. L'Allemagne qui veut accélérer, qui veut se donner les moyens, effectivement considère que la coopération est une sorte d'embarras en quelque sorte, et on sait qu'elle se tourne aussi plus volontiers vers des systèmes qui lui paraissent plus adéquats, y compris notamment américains ou sud-coréens par exemple. Mais je crois qu'il y a aussi une question de la redistribution effectivement de cet effort de défense. L'ensemble des pays européens doivent effectivement considérer qu'ils sont de leur intérêt non seulement de se réarmer, ça je crois que c'est fait, mais aussi des avantages en termes de retombées industrielles, de retombées technologiques, de retombées en termes d'emploi que leur propre pays évidemment peut attendre de cet effort qu'il va falloir mutualiser. Et je crois que là aussi la question de l'autonomie stratégique de la défense européenne est évidemment fondamentale parce qu'il n'est pas admissible, par exemple, que pour certains systèmes d'armes, ce qui est le cas par exemple des F-35, les pays qui en ont commandé commencent à s'en rendre compte, que donc les clés de ces systèmes de défense soient détenues par une autre puissance, les Américains, qui à un certain moment, s'ils décident d'agir, pourraient décider de fermer en quelque sorte l'accès à ces technologies. Voilà, les Américains plus ou moins fiables comme partenaires. Vous rappeliez, Nicolas Tenzer, ce que disait le chef d'état-major des armées, Fabien Mandon, en avril dernier. Une guerre ouverte avec la Russie reste une préoccupation en termes de préparation des armées, avait-il dit. Une guerre ouverte, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est forcément une invasion des Russes en territoire français ou européen? Alors non, c'est-à-dire qu'on n'imagine pas effectivement les chars russes ou les avions russes aller attaquer directement Paris et avoir pour ambition de défiler sur les Champs-Élysées. Ça, il n'en est pas question. En revanche, vous avez plusieurs choses. Il y a d'abord, vous l'avez constaté aujourd'hui, ça a été révélé par le ministre des Affaires étrangères, vous avez eu des attaques massives, cyberattaques sur la France et sur d'autres pays européens avec une vocation d'espionnage mais aussi de sabotage, ce que d'autres pays, notamment la Pologne, sur les chemins de fer, par le biais d'incendies volontaires, ont vu de la part des Russes. Ensuite, vous pouvez avoir des attaques limitées, alors non pas contre la France ou contre l'Allemagne, dans l'immédiat en tout cas, mais contre, par exemple, un pays balte, ne serait-ce que pour tester la résolution des pays de l'OTAN, d'appliquer l'article 5 sur la défense collective et d'agir de manière conventionnelle, il faut toujours le préciser, contre des attaquants russes sur une partie, par exemple, du territoire lituanien ou estonien ou letton, par exemple. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui est très important. Ensuite, vous avez ce à quoi on assiste déjà en Europe, des assassinats ciblés. Les cyberattaques, ça vous paraît parfois, je dirais, anodin, mais si vous avez des cyberattaques contre des systèmes, par exemple, de signalisation des chemins de fer, de signalisation routière, de contrôle de la navigation aérienne, oui, ça peut causer des victimes. Voilà, donc il faut voir que vous avez cette escalade progressive de la part des Russes qui est tout à fait possible. Et dernier point, si vous me le permettez, on peut dire que si la Russie n'est pas défaite définitivement en Ukraine, évidemment, la Russie trouverait les moyens de se réarmer et ces attaques deviendraient beaucoup plus probables. La Russie qui dit que les membres de la coalition des volontaires sont des va-t-en-guerre. On va parler de cette coalition des volontaires qui réunit une trentaine de pays autour notamment de la France et de l'Angleterre. Il y a une nouvelle réunion aujourd'hui aux Invalides à Paris, en présence bien sûr de Volodymyr Zelensky qui ne saurait tarder. L'objectif, c'est l'envoi d'une force multinationale en Ukraine dès que la paix sera signée entre Ukrainiens et Russes. Alors, voilà Zelensky, non,
Zelensky n'est pas encore arrivé, mais c'est ici le Quai d'Orsay, il me semble, à Paris. Et Emmanuel Macron est là avec Jean-Noël Barrot. On va, Nicolas Tenzer, avant de vous réécouter, écouter le sujet d'Alexandra Quarini sur cette coalition des volontaires. Obtenir une paix juste et durable en Ukraine, voilà l'objectif affiché de la coalition des volontaires. Composée de 35 nations, dont de nombreux pays européens, ainsi que l'Australie, le Japon et la Nouvelle-Zélande, elle a été initiée en février 2025 pour fournir une assistance militaire à long terme à l'Ukraine. Le 6 janvier dernier, ses membres adoptaient la déclaration de Paris, un texte qui prévoit notamment l'établissement de mécanismes de surveillance d'un futur cessez-le-feu sous la conduite américaine, le soutien dans la durée aux forces armées ukrainiennes qui demeurent la première ligne de défense face à l'agression russe, et des préparatifs en vue du déploiement d'une force de réassurance multinationale après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Mais le déploiement de troupes au sol divise. Paris et Londres se sont dit prêts à dépêcher des hommes, tout comme le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Mais c'est exclu pour l'Italie et la Pologne. Le chancelier allemand Friedrich Merz, lui, nuance et dit envisager l'envoi de forces sur le territoire d'un État membre de l'OTAN, voisin de l'Ukraine, après un cessez-le-feu. La Russie a de son côté prévenu. Ces unités européennes déployées seraient des cibles militaires légitimes pour les forces armées russes. À l'ordre du jour de cette nouvelle réunion de la coalition des volontaires, des exercices militaires communs, la mobilisation de l'industrie au service de Kiev et la lutte contre la flotte fantôme. Un dernier mot, Nicolas Tenzer, sur cette coalition des volontaires. Il faut continuer donc à soutenir coûte que coûte l'Ukraine. Est-ce que ce n'est pas néanmoins de l'incantation ? On prépare l'après alors qu'on est très loin encore du cessez-le-feu entre Ukrainiens et Russes. Je pense qu'il y a plusieurs aspects dans cette coalition des volontaires. Il y a un premier aspect, c'est montrer évidemment le soutien à l'Ukraine, accroître l'armement fourni à l'Ukraine, et notamment parce qu'il y a une réunion juste avant que vous avez peut-être noté, qui est une réunion de la coalition antimissile, qui est spécifique et qui est évidemment fondamentale puisque les civils ukrainiens sont la cible des frappes russes. Ça, c'est évidemment totalement déterminant. Ensuite, les différents états-majors travaillent effectivement ensemble sur des plans et rien que ce travail des états-majors militaires est évidemment tout à fait fondamental. Sur le troisième aspect, vous avez tout à fait raison, il ne saurait être aujourd'hui question d'un accord de paix ou même d'un cessez-le-feu durable avec la Russie. D'abord parce que la Russie ne le veut pas, ça c'est parfaitement évident. Poutine, malgré effectivement son affaiblissement considérable, veut aller jusqu'au bout par idéologie et par volonté de destruction de la nation ukrainienne, mais aussi parce que accorder aujourd'hui une sorte de cessez-le-feu, cela serait permettre demain à la Russie de se réarmer et d'être plus dangereuse. Donc moi, je préférerais, à vrai dire, que cette coalition des volontaires soit plutôt une coalition pour la victoire de l'Ukraine. Je pense que l'Ukraine est en train de gagner, ça prendra encore un peu de temps, et c'est ça aujourd'hui qu'il faut considérer, qu'il faut évidemment envisager et qu'il faut évidemment appuyer de la manière la plus forte possible. C'est ça qui est essentiel, et aider effectivement aujourd'hui, vous n'avez plus ces restrictions, et c'est vraiment fondamental à ce que effectivement des armes occidentales soient utilisées pour frapper la Russie dans la profondeur. Eh bien, je crois qu'il faut encore plus de ces armes, parce que si la Russie n'est pas conduite à retirer de force l'ensemble de ses forces de l'Ukraine, eh bien, je pense que toute paix serait totalement illusoire et finalement l'annonce d'une prochaine guerre. Merci beaucoup Nicolas Tenzer. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Fin de la politique des grandes puissances » aux éditions de l'Observatoire, alors que Volodymyr Zelensky doit arriver dans quelques minutes au Quai d'Orsay où il sera reçu par Emmanuel Macron pour participer donc à cette coalition des volontaires aux Invalides.